Bonjour à Ouais. tous. Donc Bonjour à bonjour, tous. voilà, donc bienvenue pour donc ce nouveau webinaire d'actualité agricole qui concerne la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Je suis Nathalie Vedrezen, chargée de mission au service économie emploi. Et donc le contenu de ce webinaire, en fait, il a été élaboré à partir de la note d'actualité agricole bretonne, qu'on réunit chaque année en février et qui est donc parue la semaine dernière. C'est le travail en fait de toute l'équipe économie-emploi, ainsi que de Lionel Quéré par rapport au sujet des grandes cultures. Ce webinaire va vous être présenté à deux voix, par Maëlie Trédan et donc moi-même. Donc pour des questions pratiques, on a donc coupé vos micros, mais par contre, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat pendant notre intervention. Et du coup, les autres personnes de l'équipe vont répondre à certaines questions au fur et à mesure. Ce webinaire est enregistré et le support de la présentation ainsi que le replay vous seront mis à votre disposition plus tard. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. L'intervention va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, on va vous évoquer tout ce qui est pris à la production. Puis, on va aborder les volumes de production. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau agricole, un petit peu la dynamique sociale, un petit peu un bilan. Ensuite, un agroalimentaire, où est-ce qu'on en est, quel est le contexte et la situation actuelle. Et par la suite, la consommation en période de désinflation, comment elle se comporte. Et puis, on terminera par les points à surveiller dans les semaines et mois à venir qui peuvent avoir des incidences sur les filières. Alors tout d'abord au niveau des prix, donc on a des prix plutôt bien orientés au niveau des productions. On va regarder dans le détail. Donc si on regarde au niveau des productions bovines, on a un prix du lait payé aux producteurs bretons pour un lait de composition standard qui a atteint 494 euros des millilitres au mois de novembre, soit une hausse annuelle de 22 euros des millilitres par rapport à novembre de l'année dernière. Donc ça, c'est en fait permis grâce à une consommation intérieure qui est plutôt en net rebond. C'est aussi lié à une baisse de l'offre du côté des principaux exportateurs européens. Et en fait, si on regarde quelques pays, on a une production en recul en Allemagne de près de 1%, ainsi qu'en Irlande, et aux Pays-Bas, une production un peu plus en recul qui est de l'ordre de 2%. En Allemagne et aux Pays-Bas, en fait, ce recul de production est dû principalement à l'épidémie de FCO. Cette hausse, normalement, devrait se poursuivre en 2025. Il y a même deux laitiers, deux laiteries, Sodial et Lactalis, qui ambitionnent donc d'augmenter le prix de base de 30 euros sur l'année 2025. Toujours en production bovine, donc les cotations des gros bovins sont toujours bien orientées, avec des prix des femelles qui restent fermes. Et la vache R+, s'est vendue au mois de janvier, donc 5,76 €. Donc c'est un niveau légèrement supérieur à l'an passé. Euh, Après une petite correction à l'automne 2024, le prix des réformes laitières est reparti à la hausse, avec la cotation de la vache P égale qui s'est élevée à 4,29 € en janvier. Pourquoi est-ce qu'on a un marché porteur comme cela? C'est parce qu'effectivement, le manque d'offres pèse sur le marché. On parlera de tout ça plus tard. Pour les jeunes bovins, on a un marché européen qui est toujours en tension avec très peu d'offres, notamment en Italie. Et comme on peut le voir sur le graphique, les prix battent des records avec 5,90 € du kilo de carcasse en janvier pour le jeune bovin U-, soit un prix donc 10% supérieur au prix de l'an passé. En porc, on a un prix qui est plutôt sur une tendance à la stabilité, depuis le mois de novembre 2024, aux environs à peu près de 1,70 € le kilo de carcasse, prix de base au marché du porc français. Donc c'est 5% en dessous du niveau de janvier 2024, mais ça reste supérieur à la moyenne quinquennale. Si on regarde chez nos voisins européens, en Allemagne, la cotation a chuté début janvier. C'est lié à la découverte de cas de fièvre afteuse sur des buffles d'eau à proximité de Berlin, qui a eu effectivement une incidence sur le marché, puisque du coup, les exportations ont été fortement perturbées au départ de l'Allemagne. Euh,
Heu, voilà, donc fin janvier, les prix allemands se sont stabilisés, mais la demande est toujours calme, hein, les exportations sont toujours limitées par cette fièvre porcine. En Espagne, hein, les cours sont nettement au-dessus des prix du marché. Là, on a un marché qui est équilibré avec une demande soutenue des abattoirs qui tournent actuellement à pleine capacité. Du côté des prix des aliments pour animaux, où on a des petites, différences entre l'aliment porc qui est plutôt stable, hein. On a, selon les FIP, on a un prix de l'aliment, aux alentours de 324 € tonne, en novembre. Donc c'est, à peu près 10 inférieur au prix de novembre 2023. Mais ça reste quand même bien supérieur encore au niveau d'avant 2021. En volaille, on a, l'indice Itavi, hein, qui mesure le coût de l'aliment pour les différentes espèces, donc qui est à peu près à 107 € en décembre, pour le poulet, qui est en recul, hein, de 9 par rapport à décembre 2023. Et en lait, hein, bon, c'est pas sur le diapo, mais les charges poursuivent leur recul entamé en 2023. Donc à peu près un recul d'environ 4 sur un an, et tout particulièrement sur l'alimentation où là, sur ce seul poste, le recul atteint, 9. Donc voilà, donc pour les prix, hein, donc bon, ce qu'on peut dire en petite conclusion, hein, c'est que, bah, du côté des prix, on a plutôt une période plutôt favorable, hein, avec des prix plutôt bien orientés, on l'a vu en production bovine, et donc même si le prix du porc est relativement stable, hein, on a quand même une cotation qui est supérieure à la moyenne sur 5 ans. Alors en parallèle, hein, le prix des intrants est en recul, mais il reste quand même à un niveau élevé, donc par rapport à ce qu'on pouvait avoir au début des années, 2020. Je laisse la parole maintenant à Maïli pour, les volumes. Merci Nathalie. Donc, en effet, on va poursuivre, avec, une reprise des volumes qui est observée, essentiellement en production animale, au contraire un léger recul sur les productions, végétales. Puisque donc pour, débuter, on a des rendements, 2024, historiquement bas, en grande culture. Donc en blé, la production bretonne, a reculé de 16 en raison d'un recul des surfaces, et de mauvais rendements à cause de la pluviométrie, excédentaire, hein, vous l'avez vu sur cette année avec des conditions climatiques, particulières. En colza, on a malgré une hausse des surfaces, une production qui recule de 7 à cause d'un recul de rendement, qui s'élève à peu près à 15. Donc là encore, un excès, de pluviométrie et de manque d'ensoleillement. En maïs grain, malgré une campagne qui a été, largement perturbée par les excès d'eau au moment des semis, le rendement se situe dans la moyenne quinquennale, hein, cependant. Donc la récolte s'est prolongée jusqu'en décembre avec, des qualités, parfois dégradées. Et en maïs fourrage, le rendement, serait, donc, supérieur de 9 par rapport à la moyenne 2019-2023. Donc la qualité est plutôt bonne, sauf, dans le taux de matière sèche. Donc voilà, donc pour la Bretagne, donc il existe, un gradient, avec l'est et le sud de la Bretagne plus arrosé, et au nord-ouest une pluviométrie, plus normale. Donc les rendements, ont baissé de 10 à 30 à l'est-sud, et sont souvent proches des normales, nord et ouest. Donc 2024 au global reste quand même une année correcte, lorsque l'on combine le rendement, et les prix moyens. Heu, donc voilà, par exemple, en blé, on a des marges brutes sur un tronc qui s'échelonnent, entre 950 € par hectare, qui est proche de la moyenne 2013-2023. Heu Hop, je termine. On a des difficultés également donc qui s'observent sur, les légumes, puisqu'en 2024, les surfaces, pour la transformation, un peu à l'instar de ce qu'on a observé en céréales, ont diminué de 2,5 au niveau national et de 8,6 dans le Grand Ouest. Comme vous pouvez le voir, hein, sur le graphique en haut à droite, en raison de conditions, climatiques difficiles. Par exemple, pour les pois et les haricots, les conditions météorologiques, compliquées lors des semis ont conduit à un abandon de surface, mais les bons rendements ont partiellement, compensé, cette baisse. Donc bien que les volumes récoltés aient reculé, de plus de 8 par rapport à 2023 pour les pois et de 5 pour les haricots, donc au global, le Grand Ouest atteint quand même 94 de l'objectif prévu. Concernant les autres légumes, en chou-fleur, par exemple, on a vu une forte augmentation de la production en automne, plus 60. Mais la crise conjoncturelle et le froid de janvier 2025 ont contribué à limiter l'offre,
ce qui a entraîné une baisse, importante du chiffre d'affaires de l'ordre de 40. Donc vous pouvez voir, le détail sur le graphique en bas à droite. Pour les échalotes, on observe des cotations élevées en raison d'une récolte 2024 qui, a été inférieure à celle des années précédentes. Donc ça, c'est lié principalement, au rendement, faible et d'une baisse des surfaces. Donc ce qui explique cela, c'est que les producteurs ont été découragés, par plusieurs années décevantes en raison de rendements en recul et de charges qui explosaient. Donc ce qui explique qu'ils aient, diminué, leur surface, cette année. Enfin sur le potimarron, on a connu une saison, favorable avec une légère hausse de production et de prix, tandis que, sur l'artichaut, on a également, bien performé, sur cette campagne. Pour ce qui est du porc, depuis mi-2022, ces prix ont été stimulés par une baisse de l'offre, en France et en Europe et dans le même temps, il se trouve que la consommation des Français a bien résisté à l'inflation. On a consommé, toujours, quasiment autant de viande porcine. On a juste un léger recul de 1 de consommation par rapport à 2021, soit avant la poussée de l'inflation. Donc ces 2 effets, concomitants, hein, ont permis vraiment de soutenir, les éleveurs, qui ont bénéficié de ce fait, d'une meilleure situation, financière généralement et ont investi davantage dans leurs élevages, pendant cette période. Pour les volailles, les abattages bretons, ont connu une hausse, annuelle de 1,4 sur les 11 premiers mois 2024, particulièrement sur le poulet, plus 1,8 avec un recul cependant de la dinde. Donc il faut tout de même relativiser ces chiffres parce que donc globalement, les abattages bretons n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant influenza aviaire, comme cela peut se voir sur le graphique, hein, d'ailleurs en bas à droite, de l'écran, grâce à la courbe verte. Ils sont même inférieurs en 2024 de 6 par rapport à 2021, toujours. Et ça s'observe aussi à l'échelle nationale puisque les abattages de poulets et de canards gras, même s'ils ont bien progressé, n'ont pas retrouvé, leur niveau d'avant 2019-2021. À noter également que, il y a une reprise, hein, cette année, qui est due à une épidémie d'influenza aviaire moins virulente. Mais en Bretagne, on en profite un petit peu moins puisqu'on est, davantage impacté par la concurrence. La hausse, de la collecte laitière se confirme aussi et on dépasse même cette année 2023. Donc vous pouvez observer la courbe rose, sur le graphique, hein, de l'année, 2024. Donc cette croissance a été portée, cette année par, d'excellentes conditions de pâturage. On a une hausse en plus qui est particulièrement marquée en novembre. On constate une augmentation de près de 5 par rapport à l'année dernière, ce qui nous permet de nous raccrocher aux chiffres de 2022. Donc ce qui explique quand même cet écart, c'est qu'à cette période, souvenez-vous, hein, en 2023, on était touché par la tempête Ciarán. Donc ce qui explique le décrochage, cette année-là, qui est en bleu, hein, sur le graphique, par rapport aux autres années. En janvier 2025, donc la collecte, se stabilise et pour ce qui est des principaux exportateurs européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, et l'Irlande, on a constaté une baisse, chez eux de leur production en 2024, principalement à cause de l'épidémie, de FCO3. Par contre, alors qu'elle était contenue, sur la première partie de l'année, on constate que la décapitalisation en viande bovine est repartie à l'automne. Donc on a en fait, voilà sur l'année 2024, -1,9 pour les gros bovins par rapport à 2023 et -4,4 pour les veaux. Donc en cause, notamment le contexte sanitaire puisque sur cette production aussi, la FCO, pèse ainsi que la MHE. Donc on vous refera un petit peu un topo des impacts de ces maladies, hein. On vous détaillera ça plus tard dans le volet sanitaire de cette présentation. Au niveau européen, donc la tendance est quand même, plutôt bonne, puisque la demande européenne est solide, sur ces productions. On a des exportations vers les pays méditerranéens qui sont bien orientées et ça participe quand même à une bonne tenue, des marchés. Du côté des fabricants, d'alimentation animale en Bretagne, donc la tendance est plutôt bonne. On a un recul, des productions d'aliments pour monogastriques qui a ralenti, idem en porc et en volaille, donc après un repli, qu'on avait constaté en 2023. On a une diminution, voilà, qui a été, plus modérée en 2024. Pour les aliments pour bovins, on affiche une belle progression, sur la période, hein, +4,3.
Donc pour résumer, en porc, en volaille et en lait, on est sur une bonne tendance au regard, des volumes comme au regard des achats. Plus de difficultés en revanche, du côté de la viande bovine. Globalement, cela, s'est traduit tout de même au niveau, de la, production d'aliments pour animaux qui montre une tendance positive cette année, avec une modération des baisses dans certains secteurs. Et du côté des légumes, certaines productions, enfin légumes et céréales, hein, certaines productions ont connu des conditions climatiques difficiles, ce qui explique, un succès plus relatif, cette année. Nous allons continuer du côté donc, des dynamiques, sociales, donc est un bilan, un petit peu mitigé, pour l'agriculture, avec le nombre des installations, tout d'abord, qu'on va détailler, ici. Puisque le nombre des installations aidées en 2024, est encore, relativement bas, tout comme en 2023. Vous voyez un petit peu la diminution, sur le graphique. On a eu cette année 432 installations, alors auxquelles il faut quand même ajouter une quarantaine de projets supplémentaires, qui ont été déposés en fin d'année. Et qui n'ont du coup, pas eu le temps d'être traités sur l'année 2024, ce qui ramènerait, le nombre d'installations aidées à un niveau équivalent observé à celui de 2019. Mais bon, on aura du coup ces chiffres-là qui seront comptés, cette année. Dans le détail, le nombre et la part des installations en bovin lait, tendent à diminuer. Donc rappelons qu'elles représentaient, 61 en 2005 et ce n'est plus que 40 des DJA en 2024. À l'inverse, la part des installations en production végétale, donc grandes cultures et cultures spécialisées, augmente. On est passé de 8 en 2005 à 31 en 2024. Quant au bio, on a observé une diminution, donc il y a eu un pic, hein, des installations en 2021. On est monté à 204 installations et depuis leur nombre a sensiblement diminué pour passer à 136 cette année. Cela étant dû, hein, certainement à une conjoncture, compliqué, hein, sur le bio. Les installations, en bio, se font toujours majoritairement, en culture spécialisée et particulièrement en maraîchage. Et donc voilà, je terminerai quand même en rajoutant une information sur, les projets de vente en circuit court. Après avoir, beaucoup augmenté, idem, leur nombre stagne autour de 130, par an en moyenne depuis, 2021. Et donc encore une fois, ce mode de commercialisation, va surtout concerner les installations en culture spécialisée, maraîchage, horticulture, fruits, Si l'on prend maintenant la température au niveau de l'emploi, en 2023, le secteur agricole, comptait, 58 840, actifs, donc plus de la moitié étaient des chefs d'exploitation, le reste, étant salariés ou équivalents temps plein. Donc pour faire un petit point sur la tendance, il faut quand même noter que ces dernières années, donc depuis 2010, la part des salariés dans l'emploi agricole a fortement augmenté, en passant de 29 à 44 en 13 ans. Mécaniquement, donc on a observé, hein, dans le même temps, une baisse de 23 des chefs d'exploitation et de 73 des actifs familiaux. Vous pouvez le voir, sur les courbes, vertes, foncées et claires. Donc les besoins de recrutement, s'en ressentent, même si leur nombre cette année a légèrement diminué, -9 en 2024 par rapport à 2023. Sur l'année 2024, le nombre total d'offres d'emploi s'élève donc à 1 890, principalement dans le secteur des légumes, et du maraîchage qui représente, 29 des offres, suivi par l'élevage laitier 27 et porcin 25. Alors, il nous semblait important également de faire un point sur les statistiques de Réagir. Donc, Réagir, c'est la cellule dédiée au dossier des agriculteurs en difficulté. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on a eu en 2024 495 nouveaux signalements d'exploitation en difficulté qui ont été reçus à la cellule Réagir de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, c'est quand même plus 16 par rapport à 2023. Donc, on est sur une tendance à l'augmentation depuis ces dernières années. Donc toutes les productions sont concernées. La filière laitière, l'est davantage encore en Bretagne, hein, avec un point d'alerte, également sur les exploitations en autres productions animales, c'est-à-dire en ovins, caprins ou bovins viande. On a eu, une augmentation sensible. On est passé de 10 en 2023 à 21 des signalements en 2024. D'une manière générale, ce sont les exploitations individuelles qui sont relativement plus touchées. Ça représente 42 des signalements. Parmi les principaux motifs, on va retrouver, les problèmes de rentabilité économique, heu,
puis les contraintes externes comme les contraintes réglementaires ou une perte de foncier, puis les problèmes de santé. Et l'autre fait marquant, c'est que, 20 des signalements, concernent, des jeunes installés, c'est-à-dire qui se sont installés depuis moins de 5 ans, avec une représentation plus importante, des jeunes maraîchers. Donc je souligne quand même que parmi ces jeunes installés, donc qui ont signalé des difficultés, 2 tiers avaient, bénéficié, d'une aide DGA à l'installation, donc avaient suivi le processus DGA. Et c'est la parole donc à Nathalie pour le Donc, contexte de l'agroalimentaire. donc maintenant, le volet agroalimentaire, hein, donc globalement, un contexte pardon, tendu pour l'agroalimentaire. Euh, donc, si on regarde ici la courbe, hein, vous avez l'évolution de la production agroalimentaire nationale. Et effectivement, en novembre 2024, on observe une production agroalimentaire française qui se replie à nouveau, hein, avec un recul de 0,7%, donc par rapport à novembre 2023. Donc, c'est la courbe verte. Sur le graphique, on peut voir aussi qu'après un premier trimestre 2024 assez dynamique, hein, la production agroalimentaire a chuté en France sur tout le reste de l'année. Au niveau régional, là, notre source, c'est une enquête d'opinion de la Banque de France, hein, qui montre en fait que l'activité de l'agroalimentaire breton s'est plutôt stabilisée en fin d'année, après des mois de septembre et octobre qui ont été assez dynamiques. Mais la rentabilité de l'agroalimentaire breton se dégrade, hein. Quand on regarde la valeur ajoutée, hein, elle est en recul de 4 points. Elle est en recul et elle est inférieure de 4 points à la valeur ajoutée de l'agroalimentaire au niveau national. Du côté du taux de marge brute, donc pareil, on sent une certaine érosion. Il atteint 3,9% en Bretagne, alors qu'il est de plus de 5% au niveau national. Le contexte actuel agroalimentaire est compliqué, hein. Il y a plusieurs phénomènes, hein. Il y a déjà une incertitude politique qui fragilise les entreprises. C'est vrai que depuis toute l'année 2024, hein, il y a eu pas mal de soubresauts politiques, hein, entre les élections, la dissolution, la censure du gouvernement. Et tous ces événements, en fait, ils ont entraîné un manque de visibilité préjudiciable pour les chefs d'entreprise. Et comme ils ne savent pas trop quelles vont être les politiques économiques et fiscales à venir, hein, avec des risques de nouvelles taxes, nombreuses en fait sont les entreprises qui ont limité leurs investissements en 2024 et peut-être aussi en 2025. Autre contexte compliqué, il y avait encore une phrase, Maëlie. Autre situation un petit peu tendue, on est actuellement, donc c'est le démarrage des... Enfin, on est en pleine période de négociations commerciales, hein, qui se déroule actuellement dans un climat tendu. Alors, je l'évoque juste là, mais on en parlera plus tard, hein, quand nous présenterons les points de vigilance. On observe déjà, on a pu observer, on observe de nouveaux mouvements donc, du côté des industriels. Donc là, on en a sélectionné 2 qu'on a pu observer en Bretagne et qui nous semblent importants. Donc tout d'abord en lait, hein, donc avec la coopérative Sodial en Bretagne qui a conclu donc une association avec Sanders pour créer donc Réflé. Donc en fait, c'est une co-entreprise qui donc accompagne les éleveurs laitiers au niveau de l'alimentation animale dans le Grand Ouest. En fait, la coopérative a souhaité donc reprendre la main sur ce secteur qu'elle déléguait jusqu'à présent donc à ses partenaires. La coopérative a aussi annoncé donc le transfert du site de transformation de Malétroit dans le Morbihan vers celui de Montauban de Bretagne d'ici 2028 pour des questions de coût de revient qui seraient donc trop élevés au niveau de cette usine. Par contre, ils n'envisagent pas de réduire la collecte, hein, et le site de collecte de lait va être maintenu. En port, là, on a relevé donc Bigard, hein, alors, on peut dire déjà que la France a perdu 6% de ses volumes d'abattage. Et du coup, il y a des opérateurs comme Bigard, hein, qui ont en fait restructuré leur activité et qui ont fermé donc une partie de leur site. Donc hors Bretagne, hein, donc il y a un site dans les Deux-Sèvres, il y en a un autre dans la Sarthe ou dans les Neubourg. En fait, il y a eu fermeture de site ou réorganisation des sites. Et en fait, ça a profité plutôt à la Bretagne, avec un report des volumes sur les outils bretons. Et donc, si on regarde les données Uniport,
On peut observer que l'abattoir de Châteauneuf et celui de Bigard à Quimperlé en ont profité, avec des abattages de porcs en croissance de plus de 5% entre 2023 et 2024 pour ces deux sites. En parallèle, là, on peut constater que la Bretagne a conforté sa position de première région française d'abattage de porcs, en atteignant donc 61% des volumes nationaux en 2024 contre 59% en 2023. Donc, une progression quand même de 2 points sur un an. Au niveau de l'emploi, donc dans les IA bretonnes, on observe une reprise de l'emploi dans les IA, hein. Vous avez sur le graphique en bleu donc les salariés de l'agroalimentaire et en rouge les intérimaires. Donc les IA bretonnes comptent 75 500 salariés donc permanents. Et après une période de diminution de l'emploi en 2022 et aussi sur le premier semestre 2023, on a un salariat dans les entreprises agroalimentaires qui repart légèrement à la hausse. On a une progression d'à peu près, d'environ 1% sur un an entre les troisièmes trimestres 2023 et 2024. On le voit sur la courbe avec les les, les derniers bâtons bleus sur la droite. Du côté de l'intérim, hein, qui totalise 12 500 intérimaires, donc là c'est en équivalent temps plein. On a eu donc une baisse qui s'est amorcée en 2023 et qui semble se poursuivre donc au troisième trimestre 2024 avec un recul de 17% donc par rapport au troisième trimestre 2023. On observe quand même une petite reprise du nombre d'ETP intérimaires sur les mois d'août, septembre et octobre 2024. Voilà pour un petit bilan donc, de l'agroalimentaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que alors que l'agroalimentaire français est en repli et que l'environnement des entreprises agroalimentaires est quand même assez compliqué, l'emploi se porte plutôt bien, hein, que ce soit en salarié permanent ou en intérimaire. Mais cela donc demande à être surveillé quand même compte tenu du contexte compliqué que connaissent actuellement que connaissent actuellement les entreprises au niveau national. Alors pour poursuivre du coup sur, la consommation, on a une tendance qui semble s'inscrire dans la durée, après 3 années d'inflation, c'est celle, de la déflation qui a démarré, depuis le mois de mai. Donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait une incidence ou pas sur nos produits agricoles. Donc c'est ce qu'on va essayer, d'analyser en prenant un petit peu de recul sur ces dernières années marquées par l'inflation. Donc sur ce graphique, on voit que le rythme, de l'inflation avait atteint son paroxysme, au printemps 2023, donc vous pouvez le voir sur les bâtonnets, bleus sur le graphique, avant de continuer à progresser, mais moins vite qu'auparavant. On voit bien une baisse continue, sur le graphique. Donc la déflation n'a réellement commencé qu'en mai 2024. Vous pouvez voir, passer les bâtonnets, verts en négatif. Et en janvier 2025, on a une diminution, par rapport à l'année donc au mois de janvier, 2024, une diminution, modeste, mais néanmoins existante des prix de 0,8. Donc, vous comprendrez bien que cette déflation, elle se fait très, très lentement. Donc, malgré le phénomène, hein, qui a démarré, depuis, plusieurs mois, on a quand même en janvier 2025 des prix qui demeurent plus élevés de 21 par rapport au début, du cycle d'inflation en 2021. Pour ce qui est, de l'alimentaire, eh bien la baisse des prix touche pour le moment en grande surface principalement le frais libre-service. On a une diminution de l'ordre de 1,4 des prix. Qu'est-ce que cela a un impact pour nos filières? Donc on peut voir, par exemple en volaille, en porc et produits laitiers, hein, d'après la méthode, des bilans, toutes les espèces sont dans le vert, à commencer, par, le poulet, qui grimpe de 7 sur la période. La dinde compense, une partie, du déclin, des dernières années à +9. La consommation de canard également, enregistre un rebond de 14 par rapport à 2023, donc qui était quand même une année très marquée, par la grippe aviaire, où les approvisionnements n'avaient pas toujours pu être assurés, donc ce qui explique cette reprise quand même, assez notable. Donc on peut dire qu'après une période de stagnation, en 2022 et 2023, on a une consommation française de volaille qui a repris, sa marche en avant. Donc comme pour le porc, voilà, donc on a un caractère, abordable, hein, de ces productions-là qui explique, certainement cette performance, en ces temps, d'inflation et qu'une reprise pour le porc, également qui repart à la hausse. En ce qui concerne, les produits laitiers, la consommation intérieure est en rebond.
donc tous produits laitiers confondus. On a, une augmentation, plutôt, marquée, également sur la fin d'année et donc sur l'ensemble, de l'année, on a une consommation de produits laitiers qui, voilà, de toute façon se maintient, voire est en très légère hausse. Une évolution donc qui ne semble pas être, tout à fait, la même pour, légumes, en tout cas, certaines catégories, de légumes puisque, on a une tendance plus mitigée. On assiste à un recul, en volume, par exemple, pour les légumes en conserve au troisième trimestre 2024. On a perdu, 3 à cette période, là des ventes en volume, donc cette année par rapport à la même période, l'année précédente. Donc ça peut s'expliquer cette baisse par des prix qui ont, augmenté, de manière, notable, hein, sur un an sur les produits, en conserve. On a une augmentation de 7 des prix, essentiellement sur les petits pois carottes ou le maïs doux, où la météo n'a pas, forcément non plus incité à la consommation. Donc, voilà, ces 2 effets concomitants ont peut-être, eu un impact. Par contre, du côté des légumineuses et des pois chiches, en conserve, on a une progression qui continue, qui s'observe encore cette année. Tendance plus favorable par contre en légumes surgelés, donc les prix, sont eux restés stables cette année après avoir augmenté pendant l'inflation. Les volumes consommés sont en hausse de 8 au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, avec un succès plus particulier sur les monolégumes et les mélanges, contrairement aux légumes cuisinés qui progressent moins. Les achats de pommes de terre transformées, ont également poursuivi leur progression. Et du côté du bio, on constate une légère amélioration, du marché qui va s'observer, donc sur, le graphique suivant. Donc là, on observe en détail, la dynamique des ventes en GMS sur l'année 2024, mois par mois, par rapport au même mois de l'année précédente. Donc on voit que les distributeurs, déréférencent de moins en moins, bien qu'ils le fassent toujours. Par exemple, ils ont, déréférencé, en décembre 2024, de 3,2 donc c'est-à-dire qu'ils ont sorti des produits bio, de leur rayon, encore en décembre 2024, mais moins, qu'en janvier 2024, hein. Vous le voyez, tout début du graphique, on était sur un déréférencement, qui dépassait les 11. Donc on a quand même, voilà, une stabilisation, de ce côté-là. Dans le détail, en 2024, les hyper et les supermarchés proposaient en moyenne 1 466 codes bio contre plus de 1 800 en 2021. Donc on a eu, entre ces 2 périodes, entre 2021 et 2024, donc en 3 ans, une épuration de 20 de l'assortiment, du fait du recul des ventes. Mais si évidemment le déréférencement a également contribué à ce recul. Donc l'offre, donc se stabilise peu à peu au cours de l'année, 2024 et heu, cela s'accompagne d'une hausse des volumes vendus, donc on voit bien quand même, le lien de cause à effet, sans revenir cependant, à son niveau d'avant-crise. Par ailleurs, ils ne sont pas visibles sur ce graphique qui concerne uniquement les ventes en GMS, mais le fait marquant de cette année, c'est que, les distributeurs, spécialisés, donc Biocoop notamment, Naturalia, voilà, pour ne pas les citer, ont renoué cette année avec, la croissance et voient leurs ventes progresser de plus de 7 sur les 9 premiers mois 2024. Donc ils contribuent à tirer, actuellement le marché du bio, vers le haut. Toujours en bio, donc cela se traduit, directement sur certaines, filières, comme, sur les achats de légumes frais bio, par exemple, dont la reprise, des achats au troisième trimestre est encourageante en 2024, plus 4,3. Vous pouvez le voir en bleu sur le graphique, en haut à gauche. Bien que les prix aient nettement progressé, hein, sur les légumes cette année, qu'ils soient, bio ou pas, hein, comme vous pouvez le voir, là, sur le graphique en haut à droite, juste en face. Une tendance d'augmentation des prix qui suit celle de 2023 où les prix avaient déjà augmenté. Donc si les achats, voilà, avaient un petit peu reculé en 2023, on espère que la reprise, cette année, des achats sur les légumes, bio et conventionnels, se poursuivent, en 2025 également. Donc autre production où le bio comme le non bio pardon d'ailleurs se porte, bien, ce sont les œufs qui sont proches de la stabilité, sur les 11 premiers mois 2024 par rapport à 2023.
et qui ont retrouvé des couleurs, en cette fin de période avec, des chiffres, plutôt sympathiques, en octobre et en novembre, avec une hausse, de plus 9,6 et plus 6,5 respectivement des achats. Donc une tendance à mettre en relation avec le prix parce que sur les 11 premiers mois 2024, les prix sont inférieurs de 0,7 en neuf par rapport à ceux de la même période en 2023. Donc de plus, l'œuf, reste quand même une source de protéines, abordable en ces temps, toujours marqués par, des prix élevés, donc ce qui explique, certainement son succès. Vous voyez bien sur le troisième graphique, que les œufs coquilles progressent globalement, en 2024 par rapport à 2023. Et dans le détail, on a, un achat, en sol et plein air qui reste très dynamique, tandis que, les achats, des œufs en cage poursuivent leur recul. On est à -5 sur les 11 premiers mois de 2024 par rapport, à la même période de 2023. Pour conclure cette partie sur la consommation, on voulait vous présenter un sondage qui a été, réalisé par, Nielsen IQ et qui montre que les, consommateurs accordent ces derniers temps davantage d'importance aux produits, sans résidus de pesticides ou sous label type, label rouge ou AOP. Viennent ensuite, donc, des produits, en lien avec le local, et des produits, en lien avec, la solidarité comme les produits du commerce équitable ou fabriqués par une PME. On voit en tout dernier le bio qui a donc, rétrogradé dans l'esprit des consommateurs, donc ce qui signifie que la bataille pour reconquérir le marché ne devra pas se tenir uniquement sur le terrain du prix, mais également, sur ceux de la confiance et de la notoriété, pour que le consommateur, revienne vers ces produits. Donc pour résumer cette partie, on a en janvier 2025 une déflation, qui continue, qui se poursuit depuis mai. On a une baisse de -1,8 en grande distribution, en janvier 2025 par rapport à 2024, mais des prix qui restent au global toujours élevés, bien plus élevés qu'en 2021, plus de 21. La consommation de volailles, de porc et de produits laitiers, sont dans le vert, contrairement à celle de la viande bovine qui poursuit, son recul. Et le secteur bio connaît encore des difficultés, en GMS, bien que les distributeurs spécialisés, enregistrent une croissance et que les filières, œufs et légumes bio notamment reprennent des couleurs. Merci Maëlie. Donc pour terminer, nous allons maintenant évoquer des points qui nous semblent importants à surveiller pour les mois ou semaines à venir, donc qui peuvent avoir des incidences sur sur les filières agricoles. Donc on va voir ça donc, sous trois thématiques. Donc tout d'abord, le potentiel de production. Ensuite, tout ce qui concerne les marchés, et les relations entre acteurs. Et enfin, on évoquera, les aspects réglementaires, géopolitique, situation géopolitique et ainsi que la PAC. Donc tout d'abord, un premier point donc sur le potentiel de production. On va commencer donc par les grandes cultures. Là, vous avez donc, alors, on parlait de la pluviométrie, hein, c'est vrai qu'on peut dire que les pluies ont plutôt, depuis les semis, sont plutôt inférieures au normal, mais par contre, on note, vous l'avez constaté par vous-même, de forts excès d'eau donc en janvier, surtout donc en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, avec des forts cumuls, hein, jusqu'à 250 millimètres au 29 janvier dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Alors, si on regarde les annonces de surface au niveau national, hein, les surfaces en céréales diverses par Agreste sont annoncées en hausse de 7% au niveau national. Mais compte tenu de la saturation en eau des sols, hein, on pourrait effectivement avoir des rendements qui seraient affectés dans les mois à venir. Il est annoncé aussi, donc Agreste aussi annonce des surfaces en colza d'hiver en recul de 4% au niveau national, avec un recul qui serait beaucoup plus important au niveau régional. Ensuite, donc les menaces sanitaires, hein, qui peuvent avoir des incidences sur le potentiel de production. Tout d'abord en volaille, hein, alors on peut quand même constater que la Bretagne, pour l'instant, elle est quand même relativement épargnée donc par l'influenza aviaire, puisque les derniers cas français, hein, remontent à mi-janvier et ont été recensés en Dordogne. Par contre, la situation du côté de l'influenza aviaire est beaucoup plus compliquée dans d'autres pays. On peut parler là de l'Italie, par exemple, qui a dû effectuer des abattages. Et actuellement, bon, c'est assez loin de chez nous, mais les États-Unis, hein, connaissent une recrudescence très importante des infections. Et donc, depuis le début de l'année, hein, les États-Unis ont perdu à peu près 10% de leur cheptel de poules pondeuses.
Donc c'est vrai que la situation en œuf actuellement est inquiétante au niveau des États-Unis. En viande bovine, donc la Bretagne est touchée par la FCO donc depuis janvier 2025. Alors il y a eu donc des cas qui ont été détectés dans le Morbihan et le Finistère. Euh, donc la MHE est aussi présente en Bretagne. La crainte, hein, c'est que des cas donc, se multiplient au printemps quand les animaux vont retourner à l'herbe et que les insectes vecteurs vont se multiplier et donc on risque d'avoir une propagation plus importante des maladies. Alors ces maladies, elles ont des conséquences économiques pour les élevages touchés. En lait, par exemple, cette maladie entraînerait une baisse moyenne de 1 kg de lait par vache et par jour. Pour terminer sur les aspects sanitaires, donc en porc, alors pour l'instant, hein, la France ne recense pas de cas de fièvre porcine, ni en élevage, ni sur des sangliers, mais la maladie est présente dans plusieurs pays voisins, et en particulier en Italie et en Allemagne, hein. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu des incidences importantes sur les exportations. euh, du fait de la déclaration de cas de fièvre porcine, certains pays importateurs ont donc fermé leurs frontières aux produits allemands. Alors, il y a une simulation qui a été réalisée par l'IFIP, hein, au cas où un cas donc, de FPA se déclarerait en France, et donc il conclut hein, un recul du port de 14% hein, pendant 6 à 12 mois, et puis bah, et aussi donc des difficultés pour vendre donc, nos produits à l'exportation, et en particulier les coproduits et les pièces de découpe. Donc c'est vrai que voilà, ces aspects sanitaires peuvent, même si pour l'instant, on peut dire ne sont pas forcément très répandus, à part en bovin, peuvent avoir des incidences importantes sur les volumes de production. Euh, Ensuite, au niveau donc, des légumes pour la transformation, il existe des inquiétudes pour la campagne à venir, hein, puisque on peut supposer que la demande des industriels risque de diminuer, car actuellement, ils ont des stocks plus ou moins importants selon nos industriels, et il risque donc d'y avoir une demande de leur part moins importante. Et on a aussi une demande du consommateur qui est moins dynamique qu'auparavant. On peut donc s'attendre à un recul des surfaces en légumes pour la transformation au niveau national pour 2025. En neuf, plutôt des perspectives sans doute de baisse à moyen terme. Là, alors, on peut rappeler qu'en 2023, il restait 11,71 millions de poules en cage aménagée, et qu'on est toujours dans la poursuite de la transition de la production euh, pour donc abandonner la cage. Et donc, selon l'ITAVI, hein, la transition d'un bâtiment de la cage vers le sol se traduirait en fait par un recul de la capacité de production des bâtiments de 20%. Donc, ça peut effectivement avoir du coup une incidence sur notre capacité de production nationale. Donc, ils ont aussi estimé donc, le coût de la transition, hein, donc, ça demanderait des investissements conséquents. Et par exemple, donc, pour un nouveau bâtiment construit, c'est un coût de 50 euros par poule. Et dans le cas de la transition d'un bâtiment de la cage vers le sol, on aurait un montant nécessaire d'investissement d'environ 25 euros par poule. Ensuite, en bovin, hein, on a vu qu'effectivement, la collecte de lait se portait plutôt bien, mais il ne faut pas oublier que la décapitalisation en bovin se poursuit et même s'accélère, hein. En vache laitière, on a un cheptel qui recule en Bretagne encore de 2,7% sur un an à fin décembre 2024. Et en vache allaitante, on a un recul plus important puisqu'on aura un recul de plus de 3% sur un an. Donc quand on regarde par département breton, hein, il n'y a pas de différence. Tous les départements bretons sont concernés à peu près dans la même mesure par cette décapitalisation. Et pour terminer, en viande bovine, l'Institut de l'élevage prévoit une chute de la production de viande bovine de 1,8% en France en 2025. Et le recul atteindrait 2% en veau de boucherie. Donc là, effectivement, on est plutôt sur des tendances à la baisse de la production. Ensuite, les points à surveiller, là, plutôt au niveau, donc tout ce qui est marché et relations entre acteurs des filières. Tout d'abord, les négociations commerciales, donc 2025. Alors, les distributeurs, donc,
Alors, le gouvernement en fait fait état d'une forte tension, puisqu'en fait, comme Maïli l'a rappelé tout à l'heure, on est dans une période plutôt de déflation. Et du coup, les distributeurs abordent ces négociations avec une volonté de baisse des prix, alors que les industriels, de leur côté, ont plutôt la volonté de reconstituer leur marge pour investir et pour rester compétitifs aussi. Et que l'amont agricole, de son côté, il a l'impression que la négociation peut se faire plutôt à leur détriment. Voilà, donc du coup, les négociations sont plutôt compliquées en ce moment. Donc quelques infos qui remontent, hein, et là, selon un sondage interne à Pactalim, hein, qui est une association de, d'entreprises agroalimentaires, donc 75% des entreprises ont adressé aux distributeurs des demandes de hausse tarifaire d'environ 3% en moyenne. Et de leur côté, euh, les PME et les ETI de l'alimentaire, on reçoit donc d'importantes demandes de baisse de la part des GMS de l'ordre de 2 à 5%. Donc d'un côté, effectivement, les distributeurs veulent de baisser les prix, alors que de leur côté, les industriels sont plutôt arrivés dans les négociations en demandant plutôt une augmentation des prix. Alors, deuxième point, donc Egalim, avec un nouveau texte de loi donc, qui est à l'étude pour le printemps 2025, et donc qui a plusieurs objectifs, hein. Tout d'abord, simplifier le système existant actuellement. Donc de créer une date butoir donc, en amont des négociations commerciales pour qu'en fait les producteurs et les fournisseurs s'entendent sur un prix donc avant le démarrage des négociations. La volonté aussi donc de clarifier les coûts de production, de redéfinir l'option 3 à la demande des distributeurs. Alors l'option 3, en fait, elle permet donc aux industriels de l'agroalimentaire de faire en fait valider leurs chiffres par des tiers de confiance. Et donc en fait, les distributeurs euh, euh, exige donc voilà, et aussi donc prolonger donc le seuil de revente à perte de 10% pour les distributeurs, hein. On peut rappeler que l'expérimentation sur le seuil de revente à perte d'un montant de 10%, donc il prend effet en avril donc 2025. Voilà, donc à suivre donc pour Egalim, hein, qu'est-ce qui va être décidé, qu'est-ce qui va être maintenu et qu'est-ce qui va être modifié pour les prochaines négociations commerciales. Ensuite, donc en production laitière, on peut se poser la question, est-ce que la revalorisation de la matière grasse va être revue? Puisque si on regarde en fait le prix de la matière grasse au-delà des 38 grammes, hein, ce prix n'a pas évolué depuis plus de 10 ans, alors que en parallèle, le cours du beurre européen, il est passé donc de 300 euros des 100 kilos en janvier 2015 à 740 euros en janvier 2025. Hein, donc effectivement, une augmentation, un doublement, pratiquement le double sur 10 ans. Euh, on a aussi donc des producteurs qui souhaitent négocier collectivement une revalorisation de la matière grasse, alors que pour les laiteries, donc ce sujet devrait être négocié seulement entre les transformateurs et les organisations de producteurs. Enfin, donc, si on peut passer donc au marché des céréales. Alors, on commence à avoir une tension sur le marché des céréales. Alors, c'est vrai que si on regarde la courbe, on peut quand même rappeler que après la crise inflationniste de 2022, les opérateurs s'étaient montrés très prudents en prévision du nouveau règlement européen, on peut parler donc du règlement européen contre la déforestation importée. Donc, ce règlement européen, il était prévu au départ pour entrer en activité fin 2024. Et finalement, donc, il a été reporté d'un an pour en fait dans l'objectif de clarifier en fait les conditions d'application. Il devrait donc s'appliquer à partir du 30 décembre 2025 et il devrait concerner donc le soja, l'huile de palme euh, et le bœuf. Alors, c'est vrai que les marchés sont globalement calmes depuis 2 ans. Mais on a plusieurs facteurs là qui doivent nous alerter, hein, sur comment peut évoluer ces prix, puisqu'on a un commerce mondial là, avec des incertitudes, en partie donc la Russie, hein, qui annonce
une baisse de sa récolte en 2025. On a eu aussi une vague de froid aux États-Unis, qui pourrait perturber leurs prévisions de récolte. On a aussi les annonces de protectionnisme de Donald Trump et puis aussi donc la situation météo qui peut donc avoir des incidences sur les volumes de production et donc sur le marché des céréales et les prix mondiaux. Ensuite, la balance commerciale française, qui a plutôt tendance à se dégrader. Donc là, vous avez deux courbes, d'un côté les prix, les produits agricoles avec les exportations en bleu, les importations en rouge et le solde de cette balance commerciale. Et sur la droite, donc vous avez la balance commerciale française du côté donc, de l'industrie agroalimentaire. Donc on a deux balances commerciales qui se dégradent, mais qui restent quand même excédentaires. Ce qu'on peut dire, si on revoit un peu en arrière, c'est que la dynamique des exportations françaises de produits agricoles, elle suit quand même beaucoup celle des céréales. Donc c'est vrai que le marché des céréales reste important effectivement dans cette dynamique, mais qu'on peut quand même noter que les exportations, d'une manière générale, elles se sont bien portées en 2024 par la bonne tenue des exportations de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, donc, un point de vigilance à noter quand même, quand on voit la courbe rouge des importations, que ce soit en agriculture, en produits agricoles ou en produits agroalimentaires, on a quand même une hausse pratiquement continue de ces importations depuis le début de ma courbe, donc qui date de 2000. Donc c'est vrai qu'un point de vigilance par rapport à ces importations en forte croissance. Enfin, donc un dernier volet de points à surveiller, donc tout ce qui est réglementaire, situation géopolitique et la PAC. Donc au niveau réglementaire, un premier point donc j'ai appelé ça le serpent de mer des décisions sur les emballages donc des fruits et légumes frais. Donc en fait, on peut rappeler que le 8 novembre 2024, le Conseil d'État a en fait annulé le décret d'application du 20 juin 2023 qui interdisait donc les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg donc, en France. Donc la France en fait avait pris cette décision sans attendre, donc malgré la demande de la Commission européenne de reporter cette adoption à décembre 2024 car le 16 décembre 2024, en fait, les États membres ont validé un règlement sur les emballages et les déchets d'emballage. Et donc, une fois publié au JO donc, de l'Union européenne, donc ces nouvelles dispositions s'appliqueront donc 18 mois après donc l'entrée en vigueur, y compris en France. Alors donc ce texte, en fait, donc il prévoit l'interdiction des plastiques à usage unique pour les légumes frais non transformés à compter du 1er janvier 2030. Mais en fait, les applications pourront être différentes selon les pays en fonction des exemptions que chacun des États membres souhaitera mettre en place. Donc ces exemptions sont attendues au plus tard pour le 12 février 2027. Donc c'est vrai que ça, c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'on aura du coup des décisions, on va dire, euh, spécifiques dans chaque État membre pour l'application de ce nouvel règlement. Donc encore des risques de différence d'un pays à un autre au niveau réglementaire. Maëlie. Et donc moi, je vais poursuivre. Alors, vous demandiez peut-être où en était le projet de loi d'orientation agricole qui avait été adopté par l'Assemblée nationale le 28 mai 2024 avant sa dissolution. Eh bien, donc ce projet est au Sénat. Le gouvernement espère une adoption avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, donc très bientôt. Donc pour rappel, ce projet de loi comporte notamment des propositions pour améliorer le processus d'installation et de transmission des exploitations agricoles, avec notamment la création d'un guichet unique France Service Agriculture pour accueillir et orienter les porteurs de projets. Donc c'est un guichet unique qui sera apporté par, je disais par les chambres, dans chaque département, et on sera chargé de l'accueil, de l'orientation, d'un accompagnement personnalisé et de la coordination des personnes qui souhaitent s'engager ou se retirer d'une activité agricole. Donc les porteurs de projets pourront être orientés vers des structures de conseil et d'accompagnement agréés par l'État. Donc tout l'enjeu pour les chambres d'agriculture, enfin tout l'enjeu, une partie en tout cas de l'enjeu de
de cette mesure, se situe principalement au niveau de la simplification, des processus, qui sont, qui est très attendu par, nos, producteurs. Et donc la simplification également de certaines réglementations, présentes dans ce projet de loi qui sont relatifs, à la haie par exemple ou au traitement, des contentieux. Du côté, de la géopolitique, il nous paraissait également important de rappeler, certains points et notamment, que la compétition, entre les principales, puissances mondiales qui fait actuellement rage, peut avoir une incidence, sur l'agriculture et agroalimentaire, hein, et l'agroalimentaire qui se retrouve, bien souvent au cœur de nos équilibres géopolitiques. Donc premièrement avec la Chine, où l'Union européenne, mène une guerre commerciale, assez frontale. Donc Bruxelles a instauré, dernièrement des droits de douane spécifiques qui visaient les voitures électriques, produites par la Chine pour lutter contre, une concurrence, jugée, déloyale par rapport à la production européenne et donc en représailles, Pékin, s'en prend à l'agroalimentaire européen. Donc on a actuellement 2 enquêtes anti-dumping qui ont été lancées, contre le cognac et le porc et une enquête, anti-subvention contre les produits laitiers. Donc voilà, pour les impacts que cela, peut, générer. Par ailleurs, notre dépendance, vis-à-vis de la Chine, pour certains produits comme les acides aminés et les vitamines sont également, impactants pour nos producteurs. Par exemple, la vitamine D3 qui a pris, plus de 398 entre janvier et août 2024, ce qui s'explique du coup par une baisse de l'offre au niveau mondial, en partie à cause de la Chine qui a fermé des usines de production et concernant les acides aminés, également ou récemment, les droits anti-dumping pardon, ont donc été, mis en place sur les importations, chinoises de lysine notamment. Le deuxième point notable donc c'est la situation aux États-Unis avec le retour, de Donald Trump et sa stratégie, protectionniste. Il faut rappeler que les États-Unis, représentent un partenaire commercial, essentiel pour, l'UE puisque, ils absorbent 20 de nos exportations, tous secteurs confondus. Donc évidemment, les droits de douane sont au cœur, des attentes, des débats et des inquiétudes, puisqu'ils s'élèveraient entre 10 à 20 sur l'ensemble, enfin 10 à 20 supplémentaires sur l'ensemble des importations et jusqu'à plus de 60 pour les produits chinois. Donc cette, nouvelle, cette nouvelle, géographie internationale, fait, évoluer un petit peu les positions, que l'on pouvait adopter au sein de l'Union sur le Mercosur, puisque la plupart des États membres pensent qu'il serait dangereux de renoncer à cet accord au moment où la tentation protectionniste, s'empare des États-Unis. D'autre part, la Chine pourrait profiter, des tergiversations européennes pour renforcer ses positions en Amérique du Sud et étendre davantage son influence. Donc les suites données au Mercosur vont probablement, définir la place de l'UE dans le monde et évidemment, voilà, notre positionnement, a évolué, du fait de ces actualités, géopolitiques. Donc évidemment, on devra se positionner pour s'affirmer, face, à ces grands blocs, en prenant, les meilleures décisions. Au niveau de la PAC, donc vous projette, un petit rétro-planning, donc avec une année 2025 qui s'annonce chargée puisqu'il s'agit de l'année où les discussions et réflexions concrètes, vont démarrer pour préparer la future PAC qui devrait s'appliquer après 2027, si aucun retard, pardon, n'est pris dans le calendrier. Donc je vais vous rappeler quelques dates clés connues à ce jour pour le rétro-planning et rappeler, 2 dates qui ont eu lieu en 2024. Donc, la première donc il y a eu la publication d'un rapport issu d'un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture mis en place par la Commission européenne. Donc ce rapport, comporte un certain nombre de recommandations pour la future PAC, donc ça c'était en septembre. Par exemple, mieux cibler les aides et proposer des paiements pour services écosystémiques en faveur du bien-être animal. Autre date importante de 2024, le 1er décembre où, les nouveaux commissaires européens sont entrés en fonction depuis les élections européennes dont le nouveau commissaire à l'agriculture, le Belge Christophe Hansen, qui doit présenter une vision globale de l'agriculture et de l'alimentation tout bientôt, puisque la date est fixée au 19 février. Dans la foulée, entre avril et juillet, donc à venir, la Commission européenne devrait faire une communication sur la future PAC et organiser une consultation publique.
Courant juillet 2025 est attendue la proposition du cadre financier pluriannuel pour donc la période 2028-2034 pardon, de la future PAC. Donc c'est là qu'on verra au travers de ce cadre financier si la PAC demeure une priorité forte pour l'Union européenne. Les propositions législatives et leur approbation occuperont les années 2026 et 2027, avant une année de transition nécessaire en 2028 pour que chaque État membre puisse décliner chez lui la mise en œuvre de la PAC. Et en ligne de mire, pour rappel, on ne peut pas oublier l'adhésion possible de l'Ukraine qui sera certainement prise en compte pour élaborer les contours de la future PAC. Pendant ce temps-là, notre PAC actuelle vit sa vie puisque nous en sommes donc à la 3e campagne des MAEC qui ouvrira bientôt. Donc rappelons que ce dispositif est fortement mobilisé par les agriculteurs bretons. On a eu plus de 2 700 exploitations qui se sont engagées en 2023. Pour 2025, on espère donc que le budget alloué à la Bretagne sera à la hauteur de ses besoins, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Donc budget qui n'est pas encore connu, vu le retard, et le contexte politique qui a provoqué ce retard. Et donc un budget en France qui est resté longtemps dans le flou, donc on espère en savoir un peu plus le 20 mars. En ce qui concerne Agri Invest, donc l'année passée, 1 185 dossiers ont été programmés pour un montant total de 27,5 millions d'aides. Et donc les seconds appels à projets seront ouverts jusqu'au 31 juillet 2025, sauf pour les ETA et les CUMA, qui ont jusqu'au 30 mai 2025 seulement. Donc voilà pour cette partie sur le contexte réglementaire et géopolitique très complexe dont les évolutions auront certainement des impacts notables sur nos productions, d'où l'importance de les surveiller de près. Et concernant la PAC, la future PAC, nous n'en sommes qu'au début et tout va se jouer dans les mois à venir et nous vous tiendrons informés des évolutions. Voilà, donc notre présentation est terminée. Donc avant de passer aux questions, donc on veut juste vous rappeler que la conjoncture, là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, donc en fait, sur l'année, on réalise plusieurs documents. Donc en février-septembre, sous cette forme de note d'actualité. Et en décembre, on fait un document donc, qui s'intitule ABC Conjoncture, qui est un peu plus réduit. Voilà, mais c'est des documents que vous pouvez trouver sur notre site ou sur notre blog. Ensuite, on voulait aussi vous annoncer, donc on est en train de finaliser donc 8 fiches panorama filières, donc sur les principales filières bretonnes. Donc pour chaque filière, 4 pages de présentation, donc avec différentes informations. Je vais assez vite puisque je vois qu'on a pris un peu de retard. Voilà, donc des chiffres clés, un diagramme, une frise avec les principaux éléments depuis 2010, des éléments descriptifs des secteurs, et puis une carte avec de la localisation, et puis un schéma d'organisation de la filière avec les principaux acteurs de la filière. Et donc ces fiches seront disponibles normalement semaine prochaine, donc en ligne sur notre site.